Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet épisode 16 de la Shadow March. La Shadow March, c'est le petit récap hebdo sans discontinuité, hein. C'est trop bien qu'on arrive à jouer toutes les semaines d'une campagne de Shadow Dark, une campagne de jeu de rôle bac à sable. La plupart d'entre vous doivent connaître, pour ceux qui connaissent pas, Shadow Dark, c'est un jeu un peu comme Donjons et Dragons, en plus simple sur certains aspects, beaucoup d'aspects, avec des subtilités très intéressantes pour le bac à sable, et aussi plus d'arbitrage, plus de flexibilité, un jeu que j'apprécie énormément. Et ici, ce que je vais vous raconter, c'est une campagne qui est en train d'être jouée, et après chaque partie qu'on fait, je vous explique ce qui se passe. C'est comme un petit feuilleton, il y a des histoires, il se passe vraiment des choses, il y a beaucoup de PNJ, d'intrigues, d'exploration notamment. Donc voilà, je vous invite à aller voir les premiers épisodes si c'est pas fait. Et nous, on va partir sur cet épisode 16. Donc, vous voyez qu'il c'est pas mal de choses. Alors, je vais pas reset la carte. Hein. Tant pis si vous avez déjà une petite idée de ce que nos PJ ont traversé. Je vais zoomer. Voilà. La dernière fois, nos PJ, ils avaient trouvé Troguin. Troguin, c'était un gars qui était parti à la recherche de Morane. La fille du chapeauté de Frena. Ils trouvent Troguin et ils se rendent compte que Troguin a l'œil injecté d'un sang noir, un petit peu comme le chasseur blessé dans l'auberge, si vous vous souvenez, qui se faisait soigner par la mage grise. Donc je vais m'appuyer sur le récap que notre ami Lifway / Merrick nous fait, ça va beaucoup m'aider. Donc il remarque ça, ce truc noir dans l'œil de Troguin, donc tout de suite il demande à Troguin, est-ce que t'as remarqué ce que t'as dans l'œil? Troguin fait, quoi, j'ai quoi dans l'œil? Il lui montre, c'est Tristam qui lui montre avec le reflet de sa dague, servir de miroir. Troguin il fait, ah non, j'avais pas vu et tout. Il lui pose des questions, est-ce que tu sais comment ça t'est arrivé, tout ça. Il dit non, je ne sais pas du tout, mais bon, je pense que je vais rentrer à Frena pour me faire soigner et tout. Les PJ le laissent repartir à Frena tout en se disant, si ça tombe, en laissant ce mec retourner à Frena, qui va rejoindre Garma, etc., on est en train de, sans s'en rendre compte, poser les fondations d'une future épidémie. On ne sait pas trop. Néanmoins, ils vont laisser Troguin repartir. Ils vont monter leur camp, et vers la fin de la nuit, alors que c'est le tour de garde d'Églantin, il va y avoir une ombre qui va survoler leur campement. Églantin réveille immédiatement tout le monde, et ils se cachent tous, ils se mettent tous à couvert, ils éteignent leur feu de camp, etc. Ils font plus de bruit. Ce sont les crébins du pays de Dain. Cachez-vous, c'est Saruman. Non, c'est pas ça. Ils voient une ombre, effectivement, d'un énorme corbeau. Un énorme corbeau, et il y en a un d'eux qui, en réussissant un jet pour observer, je sais plus qui c'était. Je crois que je l'avais demandé à celui qui a la meilleure sagesse, quelque chose comme ça, il a réussi son jet. Et en réussissant ce jet, il remarque que sur les plumes du corbeau, il y a des reflets métalliques. Donc ils se disent, oula, c'est quoi ce truc? Corbeau géant métallique, on bouge pas d'un pouce. Ils disent, on reste caché, on bouge plus. Donc je leur fais faire un jet de discrétion. Je tire un jet de dé pour voir... Je tire un D8 pour voir à quelle heure dans leurs 8 heures de sommeil cet événement se passe. C'est vers la fin de leur nuit, donc ça perturbe pas trop leur sommeil, ça va. Et à force d'attendre, le corbeau va repartir. Une chose aussi à prendre en compte dans les campements à chaque fois là, c'est qu'on fait vraiment le tracking des rations chaque jour, pour leurs chevaux et pour eux. Au début, je me disais on allait le faire aussi pour les gens qui les accompagnent. Finalement, par souci de simplicité, on ne le fait pas. Donc ils sont un peu en course contre la montre, donc le fait à chaque fois qu'ils attendent, à chaque fois qu'ils prennent des précautions, etc., c'est un choix qui peut être assez décisif sur l'évolution des choses, parce que moi j'ai toujours, vous savez, j'ai remis des dés d'usure pour les événements. Je vais pas expliquer complètement le fonctionnement des dés d'usure, mais grosso modo, il y a des événements, par exemple, est-ce que la fille qui a disparu s'est fait X, s'est fait Y, je peux pas vous dire parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qui peut se passer. Est-ce que Grash, machin, est-ce que les deux jeunes qui étaient partis pour lire le Necronomicon, entre guillemets, dans la forêt, il leur arrive quoi, etc. Moi, je jette des dés pour savoir comment ça évolue, vous voyez. Donc, ils ont cette sorte de course contre la montre, ils ont la gestion des rations, et ils ont en plus un autre truc qui est que chaque nuit, et en particulier, vous voyez, moi j'ai une petite table que je me suis faite vite fait de la météo, si sur un 6-8, tempête de neige ou un truc un peu relou, ils doivent faire un jet de constitution pendant la nuit pour savoir s'ils arrivent à récupérer de leurs blessures, récupérer leurs sorts, etc., etc. Et à chaque fois qu'ils ratent ce jet de constitution, non seulement ils ont cette pénalité-là, mais en plus ils perdent un des 4 de constitution. Donc ça fait que c'est de plus en plus dur. Donc en fait, il y a vraiment cette dynamique-là qui les force à agir vite. Alors est-ce que c'est trop dur, pas assez, je sais pas. Moi, je sais pas, vous voyez, je suis dans l'expérimentation, on ajuste, etc. Il n'y a rien de défini. Mais ce qui est sûr, c'est que ça leur met une bonne pression et ça les force à réfléchir vraiment en tant que joueur. Le voyage, c'est pas du tout ici une ellipse, genre on se dit vite fait à un moment oh là là, il nous manque de la nourriture, je vais chasser. Oh, il y a une scène de chasse que le MJ avait prévue parce que c'est lui qui a décidé qu'on manquait de nourriture. Vous voyez cette dynamique-là qu'on peut avoir dans
dans certains autres jeux, et d'ailleurs, c'est pas péjoratif ce que je dis, il y a des jeux où vous voulez plus faire de l'ellipse, etc. Mais là, on n'est pas là-dedans. Et en fait, ça leur fait vraiment des réflexions stratégiques. Tout se passe pas comme ils souhaitent. Et à des moments, ils se disent, on va faire une marche forcée, peut-être. Ils sont comme ça en train de, petit à petit, mieux comprendre comment ça fonctionne. Et à la fin de la séance, ils s'étaient dit, on aurait dû emmener plus de rations, on aurait pu faire ça, etc. Et donc, il y a toute cette dynamique-là qui est très intéressante, que je pourrais pas vous retranscrire parfaitement à chaque ex, etc., de mémoire comme ça. Mais sachez que c'est quelque chose qui a un impact. Bref. Ils sont là, et pour rappel, il y a une autre mécanique que j'ai mise en place, une sorte de jeu dans le jeu, mais qui est extrêmement simple. C'est que moi, je cache des pistes de plein de trucs. Vous voyez, j'ai un code couleur, là il y a une piste, là il y a des pistes de toutes les couleurs, etc. Ils peuvent traquer des trucs dans la forêt. Donc là, ils ont que la trace d'un adulte et d'un enfant. Ils disent à Troguin, tu rentres à Frena, et ils décident de continuer à suivre cette piste parce que c'est la seule qu'ils ont pour le moment. À ce moment-là, donc, le dilemme, c'est qu'ils savent, d'après ce que leur ont dit les chasseurs à Frena, que potentiellement, ici, il y a un truc à trouver. Donc, et ça, ils l'ont déjà sur leur carte. Vous voyez, ce cercle orange, c'est moi qui leur avais mis, alors que toutes les autres pistes, là, ils les ont découvertes pendant la partie. Ils le savaient, ils voyaient pas ça au début. Donc là, ils se disent, une trajectoire optimale, ça pourrait être ça. Potentiellement. Après, on peut aussi passer par l'avant-poste en faisant ça. Ils réfléchissent. Finalement, ils se disent, on passe à l'avant-poste parce qu'on sait pas ce qu'on va y trouver. Là, ils arrivent à l'avant-poste. J'ai une map, je crois. J'ai une map alors qui a pas vraiment servi. En fait, elle aurait servi si j'avais tiré une rencontre aléatoire parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent dans un endroit, je tire s'il y a une rencontre aléatoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver dans un lieu que j'ai prévu et qu'il y ait une rencontre aléatoire qui arrive dans ce lieu, vous voyez, par exemple. Mais là, donc, ils arrivent, il n'y a pas de rencontre aléatoire, donc on n'aura pas vraiment besoin de battle map. Mais voilà la configuration du camp. Quand ils arrivent, la première chose qu'ils voient, c'est qu'il n'y a personne. Donc ça, déjà, c'est pas normal. Surtout qu'ils voient qu'il y a encore du bois, il y a des outils, il y a des trucs que voilà, on n'aurait pas laissé là, sans surveillance. Et d'ailleurs, ils ont des gens qui les accompagnent, genre Dietrich, etc., qui leur disent non, normalement, il devrait y avoir quelqu'un ici pour surveiller tout ça. Donc ils sont prudents, ils approchent. Première chose qu'ils voient dans le camp, au-delà du fait qu'il y ait personne, c'est qu'il y a des traces de sang partout par terre, mais qu'il n'y a aucun cadavre. Deuxième chose, ils vont fouiller un peu, alors ils vont trouver quelques trucs, une lettre de change, quelques objets de valeur, etc. Ce qui peut leur laisser supposer que c'est pas forcément des bandits les responsables de ce qui s'est passé ici, parce que des bandits, ils auraient sûrement récupéré les objets de valeur, vous voyez, dans l'ensemble. Et là, il y en a encore quelques-uns, il y a genre une belle, un beau tapis à un endroit, quelques beaux ouvrages, quelques beaux tissus, et tout ça. Donc là, il y a des jets, ça enquête, etc., etc. Je vous passe les détails. Le fait qu'ils aient un rôdeur à chaque fois, ça les aide énormément, je précise, dans cette situation. Parce qu'à chaque fois, ils jettent les dés d'intelligence pour le pistage et tout avec avantage. Ce qui fait que la plupart du temps, ils ratent pas les indices. Ce qui fait qu'en général, quand ils arrivent dans un lieu, ils découvrent à peu près tout ce qu'il y avait à y découvrir. Ça, c'est quand même vachement cool d'avoir un ranger, du coup, si vous êtes en X-Crawl dans Shadow Dark. Et donc, ce qu'ils comprennent, c'est qu'il y a eu 3 groupes différents qui sont passés ici. D'abord, il y avait les gens qui vivaient là. Il y avait 4-5 pélos qui devaient surveiller le chantier pendant l'hiver. Ils se rendent compte ensuite qu'il y a un autre groupe qui est arrivé, d'une dizaine de personnes, et qui a attaqué, et qui est ensuite parti. Au vu des grosses taches de sang qu'il y a par terre, ils se disent que les cadavres ont dû rester longtemps au sol, et ensuite ils voient une traînée de sang qui finit par se dissiper et qui part vers l'est. Est-ce que quelqu'un a traîné les cadavres? On ne sait pas trop. Et la troisième chose qu'ils voient, c'est qu'après tous ces événements-là, il y a un troisième groupe qui est passé, et qui est parti après avoir fouillé rapidement les tentes vers le sud. Donc là, c'est vraiment la scène en mode Aragorn, le mec, il pose son oreille par terre, il écoute les battements du cœur de la planète, il connaît le groupe sanguin de tous les mecs qui vivaient ici, c'est exceptionnel. Grim le rôdeur. À ce moment-là, ils se disent, est-ce qu'on part vers le sud? Parce que potentiellement, une de leurs théories, c'est que Grash, après s'être fait attaquer par le gros oiseau dont on leur avait parlé à Frena, il aurait pu passer par ici et ensuite partir vers le sud. Finalement, ils vont pas décider de faire ça. Ils vont décider de repartir sur les traces de la présumée Morane avec les traces d'enfants. Une scène quand même qui aura eu lieu ici, c'est que Tristam, il va plonger la tête de Rupert. Donc Rupert, je vous rappelle, c'est le mec qui avait été trouvé chez les demi-orques, chez les hobgoblins, qui achetait de la drogue, que Églantin avait lancé un charme personne dessus pour l'emmener avec eux dans la forêt, enfin, toute cette fameuse histoire. Et Tristam, il veut que Rupert fasse rédemption, vous voyez. Donc il veut pas que Rupert reste sous l'effet du charme personne, donc il plonge la tête dans l'eau glacée pour le ramener à lui et il lui pose en gros un ultimatum: soit tu nous suis, soit tu rentres, je te file 2 rations, fais ton choix, gamin. Et Rupert va décider de rester avec eux. Honnêtement, Rupert, s'il rentre tout seul, il a un peu peur de crever. On va pas se le cacher. Donc, ils repartent. Et je crois qu'ils campent. Ils vont suivre encore la piste. Le trait vert, c'est leur trajectoire. Donc, ils vont passer ici et ils vont recamper ici.
C'est ici qu'ils vont recamper. Là, il se passe un truc. Donc, les joueurs, au début de chaque journée, ils choisissent un peu ce qu'ils font. Et Églantin, lui, décide d'aller chercher des rations, tout ça. Églantin fait un coup critique pour aller chercher des rations. Et donc, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que ça pourrait être ce coup critique? Déjà, je dis, t'as 2 rations, du coup, plutôt qu'une. Je dis, il y a une de mes rencontres aléatoires qui est plutôt bénéfique pour vous, qui est pas dangereuse, et que vous auriez pu croiser dans d'autres circonstances. Et du coup, elle va se déclencher maintenant. C'est un peu la récompense du coup critique. Et du coup, Églantin, de bonne heure, part se promener dans les bois, chercher des baies pour nourrir son cheval. Et finalement, Vlatipa qui va tomber sur un drôle d'endroit. Donc là, c'était pas une scène à proprement parler de battle map et tout. Alors, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un cadavre. Normalement, c'est pas contractuel. Mais j'avais quand même une petite image d'ambiance. En fait, Églantin tombe sur un groupe d'oiseaux. Des oiseaux qui sont en train de parler. Ils sont une 50aine, de toutes formes, de toutes couleurs. Leur chef, un hibou, qui se présente comme le roi de la forêt, annonce que la forêt se meurt et dit « Mes amis oiseaux, si je vous rassemble en ce jour, c'est parce que la fin est proche. Les sangliers sont déjà partis, les loups sont déjà partis, la forêt se corrompt, la forêt est malade. Déjà, des corbeaux nous ont trahis et nous attaquent. Il faut que nous partions. Ensemble, nous pouvons briser le blocus des corbeaux et quitter cette forêt pour partir vers l'échine du serpent. » Une scène un peu faux-folle, mais qui a eu bon effet, ça a fait rigoler tout le monde. C'était ça, vous voyez, ça injecte de la fantaisie. Les oiseaux sont en train de parler comme ça. Et donc Églantin surprend la conversation, il leur demande s'il peut les aider, s'ils ont des informations, etc. Malheureusement, mauvais jet de réaction de la part des oiseaux, ils ne vont pas l'aider immédiatement, ils vont dire « Le sort de cette forêt ne dépend plus de nous, et c'est vous, à cause de vous les humains, qui avez corrompu cet endroit. Je vous ai déjà dit que j'étais fan de Princesse Mononoke ?» Et donc ils disent « On va se casser. » S'il avait eu des meilleurs résultats, il aurait pu avoir plus d'indices, donc au final... ça leur a donné de la saveur, du lore, du contexte, mais ils n'ont pas eu beaucoup on va dire, d'informations cruciales sur la géographie des lieux, etc. Les oiseaux ne donnent pas ça. En tout cas, scène rigolote pour le coup critique. Le groupe reprend la route, continue à suivre la piste, et là, il tombe sur le lieu présumé de l'endroit où Grash et ces hommes-là qui étaient partis à la chasse se sont fait attaquer. Ils voient un cheval seul qui est en train de boire dans une petite rivière. Pareil, ça, j'avais une petite illustration d'ambiance. Voilà, je vous la mets pour l'ambiance. Donc, ils voient un cheval qui boit seul comme ça. Et en fait, en fouillant dans la neige, ils finissent par retrouver des cadavres qui ont été recouverts par la neige. Là, Églantin, à la surprise de tout le monde, et ça, c'était assez rigolo comme scène aussi, il utilise le pouvoir pour poser 3 questions répondues par oui ou non à un mort. Donc là, il y a tout le monde qui fait oh et tout. Il y a Rupert notamment qui est assez impressionné. Il se dit waouh, peut-être que je pourrais devenir magicien. et il fait ça. Et là, je leur ai fait évidemment la blague de ils sont en train de parler à voix haute. Ils posent une question et le cadavre répond. Classique. Si vous êtes allé voir Donjons et Dragons au cinéma, c'était vraiment une excellente blague. Donc, je me suis pas gêné. Et donc, grosso modo, ce qu'ils lui ont demandé à ce cadavre, c'est est-ce que tu étais avec Grash, je crois. Ce à quoi il a répondu oui. Et vers où est parti Grash, il me semble. Ah, je sais même plus les questions qu'ils ont posées. Attendez. Je sais plus exactement les questions qu'ils ont posées. Mince. C'est ça d'enregistrer les vidéos à minuit. Là, il est 1h du mat. Il leur pose des questions. Et ils fouillent les lieux, et grosso modo, les infos qu'ils comprennent, c'est que ils sont pas au bout de leur peine. En fait, les PJ, c'était trop drôle, parce qu'à chaque fois qu'ils arrivaient dans un nouveau lieu, ils voyaient qu'il y avait des pistes, et des nouvelles pistes. Genre en fait, quand ils sont arrivés à l'avant-poste, et qu'ils ont vu, boum, oh non, il y a un autre groupe, il y a 2 autres groupes dans la forêt. Là, ils sont arrivés ici, boum, 3 nouvelles pistes. Ça, à chaque fois, ils étaient en mode oh non, qu'est-ce qu'on fait. Donc ça, c'était assez cool comme gameplay. Ça mettait vraiment en avant, vous voyez, c'est un des retours qu'ils ont fait à la fin, le gameplay de la traque, en fait. Genre, c'est vraiment, on avance jour après jour dans la forêt, on fait des rencontres, on crève la dalle, ça commence à être compliqué. Et à chaque fois qu'on arrive quelque part, il y a vraiment les pistes existent, il y a des endroits dans lesquels on pourrait aller et des choix stratégiques à faire. Donc ça a vraiment plu. Si vous voulez, c'est un petit peu une sorte de mélange entre un point crawl et un X-crawl. C'est pour ceux qui voient. Un X-crawl, voilà, vous vous déplacez d'X en X et il peut se passer des rencontres aléatoires, etc. Et en plus, le fait qu'il y ait les pistes, ça met une sorte de point crawl dans le X-crawl. C'est assez intéressant parce que ça donne un côté, oui, il y a de l'aléatoire dans ce qu'on peut rencontrer et où est-ce qu'on va le rencontrer et quand on va le rencontrer. Mais en même temps, nous on a une mission et cette mission elle est vraiment prévue puisqu'il y a des pistes à suivre, mais en même temps il y a des pistes en plus de la mission qui nous intéresse qui peuvent nous perdre dans un X-crawl où on ne sait pas où on va. Donc il y a vraiment, je pense, ça marche pas mal pour le ressenti. On est en forêt, on sait pas trop où on va. Et il y a plein de trucs. Donc, les 3 pistes. Il y a la piste de la femme et de l'enfant. Ils ont la confirmation d'ailleurs que c'est bien la piste de Moran, puisque il y a un jet, je crois qu'il y a un coup critique de pistage
qui permet à Grimm de poser une question et de confirmer que c'est la bonne piste. Ils ont une autre piste de 4 individus qui va dans la même direction que la femme et l'enfant et qui est plus ancienne que la femme et l'enfant. Donc ils en déduisent que Moran sera arrivée ici et aura vu qu'il y avait 2 pistes et qu'elle a décidé de suivre la piste orange là, de ces 4 individus. Et il y a une autre piste de 3 adultes qui, elle, part vers le sud. Ils reprennent la route, ils arrivent dans un nouveau ex, une nouvelle division. La femme et l'enfant se sont séparés. La femme part dans la même direction que les 4 individus inconnus. L'enfant part vers le sud. À ce moment-là, Tristam dit « Vous partez devant, moi je vais chercher l'enfant ». Il dit ça notamment parce qu'ils ont vérifié avant depuis combien de temps la séparation a eu lieu. Et pour lui, je dis elle est assez récente. Donc il se dit « L'enfant peut être en vie ». Donc, je laisserai pas un enfant derrière, je suis un chevalier têtu, bourrin. Bourrin, non. Un peu bourrin, mais aussi bourru, une tête de mule. Et donc, Tristam décide de partir vers le sud, tandis que les autres vont à l'ouest. Là, ça nous renvoie vers une rencontre qui, pour le coup, n'est pas aléatoire, quoiqu'elle aurait pu l'être. Ça aurait pu marcher en rencontre aléatoire aussi. Alors là, la configuration n'est plus du tout la bonne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la configuration initiale de cette scène, c'est Tristam, il arrive sur son cheval, il voit l'enfant prostré au milieu d'un lac gelé, entouré de zombies. Donc là, il fait « Gamin, tu m'entends ?»« Qui êtes-vous? Vous êtes un héros. » « Gamin, approche-toi du bord, je vais te récupérer. Avance tranquillement, ne brise pas la glace. » D'accord, je vous fais confiance. Et il avance comme ça tout doucement, donc techniquement, je faisais des jets pour voir en combien de temps le gamin est arrivé au bord, tandis que dès le moment où Tristam a parlé, tous les zombies ont commencé à lui foncer dessus, sachant que les zombies n'étaient pas disposés comme ça, ils étaient plutôt disposés en demi-cercle comme ça, qui faisait qu'ils arrivaient de tous les côtés sur Tristam. Tristam a eu de la chance parce que déjà le gamin a bien réussi ses jets de dés pour aller vite jusqu'au bord. Il arrive avec son cheval, il récupère le gamin et il se casse en full cavalcade avec le gamin pour rejoindre le reste du groupe. Ce qui fait qu'il va rejoindre le groupe très très rapidement en fait. Alors que potentiellement, ils s'étaient préparés à être séparés pendant longtemps. Ils avaient déjà commencé à se dire, peut-être si on se perd, on se retrouve à l'avant-poste. Ils se donnaient des points de rendez-vous, ils disaient si jamais on est dans une situation catastrophique, on va à l'avant-poste, on le fortifie avec le bois qu'on a retrouvé. Ils étaient déjà en train de se projeter comme ça. La séparation n'a pas duré longtemps. Tristam fonce avec le gamin poursuivi par les zombies vers ses amis. Évidemment, il met très très vite une grosse distance aux zombies. Et là, on arrive dans une scène plus théâtre de l'esprit, donc tout ceci ne va pas... Tous ces visuels ne vont pas être fort utiles. Celle-ci, par contre, est un peu plus appropriée, puisque à ce moment-là, je me suis dit, on n'est pas loin de la fin de la partie, peut-être que ça pourrait mal tourner, et là, c'est un des seuls moments où que j'ai vraiment identifié comme étant une petite input de MJ, c'est-à-dire que je me suis dit, ce serait quand même drôle qu'il y ait une mauvaise rencontre à ce moment-là. Et donc j'ai dit au PJ, je jette un D6, et si ça fait un 1, il va se passer un truc. Donc je le jette sur Olbir, donc eux, à chaque fois, ils sont témoins de ça, et donc ça crée un très bon effet de tension. Et là, pour le coup, le D6 a bien fait 1. Et donc, le corbeau, ce gros corbeau là, il attaque à ce moment-là. C'est-à-dire que Tristam arrive à fond de balle sur son cheval vers le reste du groupe. Il fait... Et le reste du groupe se retourne en voyant Tristam arriver. Et ils font « Derrière toi !» Et là, le corbeau qu'ils avaient vu au début de la séance, il fond sur eux, gigantesque. Et là, ça part en combat épique, full épicos. Grosso modo, il va y avoir un tir de Grimm tirer sur le corbeau pour l'empêcher d'attraper Tristam et le gamin. Je crois qu'il va faire un coup critique, ou en tout cas il fait les dégâts max de son arme, sachant qu'il a tiré le talent du rôdeur qui fait qu'il a un des 12 sur les attaques à distance, donc il fait très très mal, et il fait un 12 je crois. Donc il met déjà un bon coup au corbeau qui se réenvole. Derrière, me semble-t-il, Lifwe, notre devin là, lié aux divinités nordiques, il appelle Freya pour qu'elle vienne tordre le destin et punir le corbeau. Et il inflige des dégâts. Et en fait, ce sur quoi on s'était mis d'accord avec lui, c'est que quand il réussissait ce sort, en fait, les dégâts infligés au corbeau, c'était pas des dégâts... Enfin, à la cible, peu importe quelle qu'elle soit, c'était pas des dégâts psychiques ou je sais pas quoi, c'est un malheureux hasard pour le truc. Parce qu'en fait, c'est vraiment un sort, je te fais des dégâts en jouant sur ta destinée. Et je crois qu'il fait un coup critique. Non, c'est pas ça. Je crois simplement qu'en fait, il m'a dit, ouais, je pense que le corbeau, un peu comme un avion, vous voyez, à réaction... En reprenant de l'altitude, il se prend d'autres oiseaux qui l'attaquent, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, c'est trop beau. Donc je dis, forcément, je capitalise là-dessus, je dis, trop bonne idée. Je dis, c'est le syndic des oiseaux qui va arriver, en fait, Lifwe. Le syndic des oiseaux arrive, ils font, on ne peut pas les laisser, les humains seuls, défendre notre forêt. Nous avons de l'honneur. Allons-y. Et donc, on décrit une sorte de petit combat entre tous les oiseaux qui affrontent le corbeau. Donc c'était très rigolo, tout en étant très thématique. Avec tout ce qui s'était passé avant.
Et donc ça commence très très bien. Là, le corbeau, honnêtement, il a pris tarif, je crois, en 2 attaques. Il avait perdu plus de la moitié de ses points de vie. Par contre, le reste du combat, ça va être beaucoup plus compliqué parce que le corbeau, c'est un monstre que j'ai créé. Alors d'ailleurs, il y aura sûrement une vidéo où vous verrez... je fais une vidéo où j'explique comment j'ai créé ces monstres que j'ai tourné il y a un moment. Je vous montre vite fait. Je l'ai modifié un petit peu depuis la vidéo d'ailleurs. Vous verrez qu'il y a des différences. Mais voilà, il a quand même une classe d'armure de 15. Il a 37 points de vie. Il fait des attaques qui font très très mal, il peut emmener quelqu'un dans le ciel. Bref, il est quand même assez chaud le bazar. Et donc, à partir de ce moment-là, le combat est très bien engagé, mais ensuite ça va de mal en pis. Il lui lance des sorts. Il y a même la flèche d'acide de Églantin qui touche au premier round et donc qui fait des gros dégâts. Donc moi je me dis, ah bon, mon corbeau il va pas faire long feu. Et en fait, ensuite, pendant les tours suivants, après moult coups critiques en début de partie, on passe sur plein d'échecs critiques. Donc il y a la lance de Grimm qui se brise. Il y a Lifoué qui va essayer de relancer son sort. 2 fois, il fait des échecs critiques. Comme il est devin, quand il fait un échec critique, quand il lance un sort, il doit faire pénitence. Et ça fait que là, à partir de maintenant, pendant 15 jours, il a -4 en sagesse. Donc ça va être très très dur pour lui parce que la sagesse, je crois que c'est la caractéristique qui lui permet d'utiliser toutes ses capacités spéciales de devin. Donc vraiment, pendant le combat, ils vont épuiser plein de ressources et ça va aller de mal en pis, d'échecs critiques en machin, en truc. Finalement, Tristram, il va quand même se retrouver par terre à l'agonie, à 0 point de vie, alors qu'il aura auparavant quand même réussi à harponner le corbeau en lui lançant un harpon qu'il avait acheté à Frena. Il harponne le corbeau, il arrive à l'attacher à un arbre pour empêcher le corbeau de voler, ce qui fait que le corbeau peut plus faire son attaque avec ses 2 serres et emmener quelqu'un dans le ciel. Et donc il peut plus qu'attaquer au bec, mais le bec fait quand même bien mal. Et donc le bec va avoir raison de Tristram qui va tomber à terre. Grimm se prend un coup critique du corbeau, je crois, genre un truc assez violent aussi. Et il a quasiment plus de points de vie. Mais c'est quand même Grimm qui, au final, va réussir à achever le corbeau, un peu comme il avait pu achever le dragon dans la saison 1. Donc c'est vraiment le tueur de monstres géants, Grimm. C'est le Monster Hunter. Il va arracher une des plumes métalliques du corbeau pour venir l'achever avec, alors qu'il avait plus d'armes de corps à corps, il était à main nue. Donc vraiment un très beau combat, bien tendu. Finalement, pas de mort, ça va. Mais beaucoup de points de vie perdus. Et surtout, pas récupérés, parce que derrière... Lors de leur repos le soir suivant, il y en a beaucoup qui vont rater leur jet de constitution, donc ils sont vraiment dans un piteux état en fin de séance. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé avant vraiment la fin de séance? Il se passe quand même quelques trucs, on n'avait pas fini la partie là. Ils apprennent déjà que le corbeau était le roi corbeau. C'est les oiseaux de la forêt qui leur expliquent que c'est le plus grand oiseau de la forêt, que c'était le roi corbeau, et donc ça les rassure d'une certaine manière, même si c'est assez funeste comme histoire. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas 50 000 corbeaux géants en métal. Donc ils sont contents. Ils remarquent aussi que ce roi corbeau, en fait, était autrefois un être vivant qui a été vidé et rembourré avec de la paille. Donc c'est un corbeau taxidermique, en fait. Une sorte de construct, en fait, auquel on a ajouté des plumes de métal, etc. Et donc ça, par contre, ils savent pas qui a fait ça. Mais c'est Églantin qui vérifie ça en utilisant un sort pour détecter la magie. Enfin, ils vont avoir le temps de respirer et de savoir qui est cet enfant que Tristram a sauvé. Ils apprennent que c'est Sarin, et ils l'apprennent dans un contexte assez particulier, puisque Sarin se prend une énorme gifle par Dalman. Dalman, je vous rappelle, c'est le forgeron. C'est le forgeron de leur petite équipée que Giezeba Stromba, la femme du chapeauté, elle a exigé qu'il les accompagne dans leur track. Un peu de contexte. Dalman gifle le gamin, il fait « Qu'est-ce que tu fais là, gamin? Où est Moran ?» etc. Il est à vif, alors qu'il... Jusqu'à maintenant, il a fermé un peu. En fait, il était très discret dans le groupe. Donc là, ils se disent, ok, il y a un truc bizarre. Ils essaient de creuser un petit peu. Dalman se cache un peu derrière son petit doigt suite à la gifle que tout le monde trouve un peu exagérée, surtout que le gamin est en train de mourir de froid. Il dit, ce gamin le mérite, c'est un aimant à emmerde. Et il explique plus ou moins que le gamin, c'est le fils de la catin nationale d'une femme de joie de la ville de Frena. Et que c'est un emmerdeur qui pose toujours des problèmes, etc. Les PJ trouvent que c'est toujours pas justifié pour le gifler. Dalman explique que le petit a fait courir un risque, etc., etc. Et il demande aussi au petit s'il a vu Grash. Le petit dit que non. Il demande au petit, est-ce que tu sais... Enfin, voilà, il le harcèle de questions. Le petit n'en peut plus. Et au bout d'un moment, Tristram menace Dalman. Il fait, Dalman, tu te calmes, tu dégages et tu t'excuses devant ce petit. Malheureusement, Tristram est en très piteux état. Et d'ailleurs, il va essayer de lancer un sort qui clôturera cette séance. Il essaie de lancer un sort sur Dalman, ce qui est un peu bourrin quand même, on va pas se le cacher. Le mec commence vraiment
à perdre patience et surtout à avoir une personnalité bien affirmée, hein, le Tristam. C'est-à-dire que on sent le baron en devenir. Hein. Le mec, la justice est radicale, c'est-à-dire que si tu t'excuses pas devant le gamin, il te lance un sort. Donc là, il y a escalade de la violence et des tensions. Il veut lancer un sort pour aveugler Dalman et lui montrer que voilà, il peut lui faire du mal. Donc Dalman doit se plier à sa volonté et s'excuser devant le gamin. Et là, il fait aussi un échec critique, ce qui fait qu'il se transforme en triton. Ce qui rend la scène complètement ridicule, mais qui, au final, la désamorce, ce qui est pas mal, finalement, ce qui est assez bienvenu, parce que c'était la fin de séance, et ça va permettre de conserver un petit peu cette rivalité, cette tension, voir comment ça évolue, etc. pour la suite, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Il va juste se transformer en triton, Tristam, de manière un peu piteuse, et ça va mettre fin au truc, Dalman va arrêter d'embêter le gamin, et on va se laisser là, juste sur une petite prémonition funeste de Sarin, qui dit... On devrait pas continuer vers l'ouest, Moran et les autres doivent déjà être morts. Là-bas, c'est le territoire de la Dame des Bois. Et c'est comme ça que ça se termine, cette séance, qui a pas mal plu aux joueurs, je pense. Je pense qu'ils ont bien aimé le côté track assez lente, mais visuel, vous voyez. Le fait, vous voyez, ce genre de track, ce serait très certainement pas intéressant du tout en théâtre de l'esprit. On aurait du mal à se représenter les choses. Là, il y a vraiment le côté stratégique. Et les retours qu'ils ont fait, alors il y en a deux qui ont fait un retour, il y en a un qui dit j'ai kiffé le world building avec le monde qui s'épanouit devant nos yeux, les oiseaux, les pistes, l'oiseau mécanique super bien amené. On sait qu'il y a un gros combat contre lui en partant de la ville de Frena, ça date de la séance dernière. Ensuite, il nous tourne autour pendant 1 heure. 3, il nous attaque par un jet de rencontre aléatoire, les circonstances font que le combat est vraiment excellent, la montée en tension de cette créature. Ensuite, ce qu'il souhaite, c'est retrouver Moran et ne pas mourir d'attrition dans le froid. Effectivement, là, ils sont en train de mourir d'attrition dans le froid, ça va sûrement être le sujet de la prochaine séance. Ensuite, un autre tour, l'exploration avec un monde bien vivant et où on mérite nos objectifs de par le voyage. Et lui, il espère garder tout le monde en vie et trouver une meilleure posée à question... une meilleure question à poser, mais ça c'est un peu compliqué sans le contexte de comprendre cette blague. Bref... Je pense que ça leur a beaucoup plu. Ça les a réconciliés avec l'idée que toute cette track, ce X-Scroll, toutes ces mécaniques pouvaient être utiles. Et je pense honnêtement que la combinaison des pistes et tout, ça c'est un assez franc succès. Parce que par exemple, une remarque que m'a faite Tristam, c'est que même si c'est une connaissance méta, il était content de voir visuellement le fait qu'il y ait un code couleur dans les pistes. Parce que ça a permis, en fait, quand ils sont arrivés là et qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait 3 autres pistes qui partaient de l'attaque de l'oiseau sur Grash, qui a eu lieu bien avant que les PJ n'arrivent, ça leur a confirmé que ne pas avoir suivi cette piste-là, qui est d'un autre code couleur, bah c'était bien, dans le sens où c'était pas un de leurs objectifs actuels. Et en même temps, ça leur apprend, de manière méta aux joueurs, qu'il y a encore un autre groupe dans la forêt dont ils connaissent pas l'identité. Donc ça donne une profondeur au truc qui aurait pu être loupé, et surtout qui aurait pu être manipulé beaucoup plus facilement de la part d'un... Là, en fait... Vous voyez, il y a des traces concrètes de tout ce qui se passe. Le fait qu'il y ait l'attrition, etc., c'est inclus dans le jeu, sans être lourd. C'est très léger, les mécaniques, etc., et c'est inclus dans le jeu. Donc, je pense que tous ces outils, ça leur donne vraiment la sensation qu'ils ont un contrôle sur l'expérience et que chacun de leurs choix a un impact. Là aussi, on avait été dans un flou dans ce voyage et dans cette track. Honnêtement, l'ellipse aurait sûrement été la meilleure solution parce que si la track ça avait été flou, vous voyez, qu'il n'y avait pas plusieurs pistes, des rencontres aléatoires et qu'en fait le but c'était juste d'aller à la scène de on retrouve le mec et qu'il n'y a pas plein d'autres choses à découvrir sur le voyage, tout ce X-Roll aurait servi à rien. Et en fait, là, le fait qu'il se passe plein d'autres choses, ça vient justifier le X-Roll. Bon, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Ce qui est sûr, c'est que là, au stade où ils en sont, leur problématique, ça va être la bouffe. Là, ils commencent à manquer de bouffe, ils se disent « Oh là là, on aurait tellement dû prendre plus de bouffe ». Ils sont en train de crever de froid aussi. Ils sont tous en train de perdre de la constitution, et en perdant cette constitution, s'ils arrivent à 0, déjà, ils meurent. Et ça devient de plus en plus difficile de réussir leur jet de constitution. Et donc, ils ont de plus en plus de chances de ne pas récupérer de points de vie, alors qu'il y en a, ils sont genre à 3-4 points de vie, hein, honnêtement. Donc là, ils sont en train de se dire « On va peut-être pas pouvoir aller continuer à suivre la piste pour le moment. On va peut-être devoir l'abandonner alors qu'elle est encore fraîche et on ne sait pas ce qui va arriver à Moran, mais à un moment donné, il va peut-être falloir aller se réfugier au temple de Saint-Eragnis pour recamper là-bas, ou aller à Ravelin ou à Karnal pour passer en dehors de la forêt et revenir boucler ici. C'est une de leurs idées. Parce qu'après, il y avait l'autre possibilité, c'est de faire demi-tour jusqu'à Frena, mais ce serait potentiellement une grosse perte de temps. Et ils se disent, ou alors une autre solution, c'est que vu qu'on n'a plus beaucoup de rations, on pourrait pousser, parce qu'il y a une mécanique où ils peuvent pousser, vous voyez, ils font des jets de constitution, mais ça va être difficile puisqu'ils ont déjà perdu de la constitution, à cause du froid et de la famine.
Et donc, difficile de pousser, mais il pourrait aussi tenter une sorte de rush en suivant la piste le plus vite possible. Donc, il y a plein de possibilités. Et ils sont vraiment plongés là-dedans. Et ils savent qu'en fonction de leur choix, le sort de la personne qu'ils sont en train de traquer ne sera pas le même du tout. Donc tout ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Petit truc en plus, voilà. Moi, j'aime l'effort créatif, en fait. Je peux vous dire que cette campagne, elle demande un fort effort créatif en préparation, mais tellement récompensé par tous les retours et tout. Franchement, je pourrais dire, je pense que je peux le dire, en concurrence avec une autre qui quand même reste dans mon cœur. Ce sera sûrement la deuxième campagne qui va vraiment marquer ma vie de rôliste, vous voyez. Ah, il y en a une autre encore. Dead Genesis, ça a été vraiment pas mal. Dead Genesis, ça a été vraiment pas mal. On en a parlé déjà sur la chaîne. Ensuite, il y en a une autre qui date d'avant la chaîne. Et cette campagne, honnêtement, je pense que c'est vraiment une pierre angulaire de mon parcours de rôliste. Et donc, je suis très content de vous faire ces récaps, etc. J'espère que ça va encore durer. Et si d'ailleurs la campagne devait s'arrêter, sachez que je kiffe partager une campagne comme ça avec vous. Donc il y en aura toujours une au moins dont je vous parlerai comme ça. À partir du moment où je la trouve qu'il y a quelque chose à en dire, qu'elle est intéressante. J'espère que vous êtes contents de continuer à suivre ce truc. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à commenter, à venir sur Discord, à venir soutenir sur Tipeee si vous avez envie de soutenir tout ce qui se fait sur cette chaîne, et puis à partager éventuellement. C'est vrai que ça, on le dit pas, mais pourquoi pas? Après tout. Allez, je vous laisse. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à partager. On se revoit la semaine prochaine pour voir ce qu'il va se passer. Oh yeah. Ouais.